bonsoir à tous. À la une de ce journal, la résolution de la crise anglophone et la fin du conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont les priorités de la politique africaine des États-Unis d'Amérique. C'est du moins ce que révèle le futur secrétaire d'État Anthony Blinken, l'a fait savoir au Sénat quelques heures avant l'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden, engagé à insuffler la démocratie à travers le monde, prôner la réconciliation et la prospérité économique au sein des États-Unis. C'est le dossier international du 20h. Et au Cameroun, l'assainissement du secteur des mototaxis est un véritable casse-tête pour les autorités dans la capitale économique du Cameroun. Les rois du désordre urbain et outils de mobilité urbaine échappent depuis de nombreuses années à toute réglementation en vigueur. Pourquoi les initiatives mises en place jusqu'ici ont échoué? Que propose la mairie de la ville? Élément de réponse au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les concours d'entrée à la fonction publique et recrutement au sein de l'armée camerounaise ont engendré la mise en place d'un réseau de falsification des documents, des faux timbres, faux cachets, fausses pièces officielles et le matériel de fabrication ont été saisis lors d'une opération menée à Yaoundé. Selon la gendarmerie, près de 11 suspects ont été arrêtés. Le récit des faits avec Joël Essengue et Guy Zogo. Comme dit l'adage, l'occasion fait le larron. Et ce sont certains candidats aux différents concours lancés actuellement qui viennent de faire l'expérience avec des documents officiels falsifiés qui leur ont été délivrés. Devant ces agissements illicites, le préfet du département du Foundi a décidé de donner un coup de pied dans la fourmilière. J'ai lancé une instruction ferme à tous mes collaborateurs de combattre le faux autour des services publics. Et 24 heures plus tard, nous avons les fruits. Nous voulons donc demander à tous les usagers du service public de ne pas se faire arnaquer, d'arriver effectivement soit dans les sous-préfectures, soit dans les mairies, soit la préfecture pour certifier leurs pièces. Le service public est ouvert et gratuit. Concrètement sur le terrain, c'est un réseau de présumés spécialistes dans la délivrance de documents officiels contrefaits qui a été démantelé. Avec mon personnel, nous avons mené un coup de poing en présence de monsieur le sous-préfet de Yaoundé 1er. Et nous sommes tombés sur les éléments moteurs, les têtes de proue de ce faux qu'on a trouvé dans un cybercafé. Leur arsenal laisse voir 500 timbres fiscaux déjà usités mais remis en circulation, un scanner imprimante et des documents prétendument officiels destinés aux malheureux candidats au concours dont les dossiers ont été rejetés. Nous avons procédé à une perquisition et cette perquisition nous a permis de saisir de nombreux documents falsifiés comme vous le constatez. Nous avons saisi tour à tour des documents avec des signatures imitées, des faux timbres. Nous avons même également saisi les machines qui servent à la facilitation de ce faux. Selon les estimations, ces pratiques occasionnent d'importantes pertes financières évaluées à plusieurs millions de francs de la part des pouvoirs publics. Pour les forces de l'ordre, il est donc question de mettre définitivement hors d'état de nuire tous les acteurs de ce réseau. Effectivement, nous avons mis main sur certains de ces individus parce que c'est un long réseau, mais leur exploitation va nous permettre de prendre encore d'autres capitaines qui sont dans ces réseaux. À la sous-préfecture de Yaoundé 1er, des mesures coercitives viennent ainsi d'être prises par le sous-préfet en instaurant les badges pour tenir à distance les contrefacteurs. Veiller à la réglementation du secteur des mototaxis
est une équation difficile à résoudre dans la capitale économique du Cameroun. Le constat est fait depuis une dizaine d'années. La mairie de la ville s'est lancée dans un atelier de réflexion afin de comprendre les causes des multiples échecs. D'aucuns évoquent la non-implication des acteurs concernés, le manque de collaboration entre les communes d'arrondissement et la mairie de la ville, mais aussi l'absence de réglementation appliquée de façon stricte. Évocation avec Equa Claude et Kediara. La ville de Douala-Ploie, sous la pression du désordre urbain et d'un non-civisme caractérisé, manifesté aussi, mais surtout, par le secteur des mototaxis, qui ne cesse de grandir. Face à cela, la mairie de la ville, de concert avec les mairies d'arrondissement et les acteurs du secteur de mototaxi, se sont rencontrés dans la ville ce mardi autour de l'atelier de restitution du plan d'action, de professionnalisation et d'assainissement du secteur des mototaxis. Objectif: mettre sur pied un plan d'action qui assainisse ce milieu de mototaxi, en même temps plan d'action qui devrait aussi améliorer la qualité de service et la qualité de vie dans la ville de Douala. Au cours de cet atelier, de nombreuses actions à mener dans le secteur des mototaxis et celles déjà menées ont été évoquées, cas de la formation de près de 1238 mototaxis à la conduite et à la citoyenneté. Nous avons déjà, vous avez suivi, fait la formation depuis des milliers de mototaximens. Cette formation permet de conduire de pair avec leur identification. Les chasubles ont déjà été remis. À plus de 500, les autres chasubles seront également remis dans les jours et semaines à venir. Des chasubles, à l'arrière desquels des informations sur le mototaxi, notamment son nom, son numéro de permis, son camp et sa commune d'appartenance, seront mentionnés, histoire de protéger la clientèle de tout acte d'agression, comme cela est le cas ces derniers mois. Nous avons agréé les choisibles. C'est le choisible jaune avec le logo de la communauté, et derrière ce choisible, l'identification de chaque mototaximène est indiquée. Donc il reviendra maintenant pour assainir aussi. Nous demandons aux populations, quand l'arrêté sera signé, de ne prendre que des mototaximènes agréés. Et ça va faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas agréés aillent se faire identifier, et ça va aussi faire en sorte que tous ceux qui venaient dans ce secteur uniquement pour agresser, pour le banditisme, que tout cela soit mis hors d'état de nuire. En plus de ces actions, des aires de stationnement de mototaxis seront construits un peu partout dans la ville afin d'éviter les stationnements arnachiques et un plan de circulation des mototaxis dressé. En mettant en place, vous l'avez suivi, un plan de zonage pour la circulation des mototaxis à Douala, de manière à ce que seuls les mototaxis qui sont identifiés, qui ont un permis de conduire, puissent avoir accès à certaines zones dans la ville. Et nous allons mobiliser les forces de maintien de l'ordre pour que ceci soit appliqué. Un ensemble d'actions qui l'atteste le maire et son équipe viendra à bout du désordre observé dans le secteur des mototaxis dans la ville de Douala. L'attribution des chasubles aux conducteurs de mototaxis, des facilités de formation, la mise en place des aires de stationnement, ces mesures sont loin d'être nouvelles dans la capitale économique, mais n'ont pas réussi à assainir le secteur des mototaxis, là où règne le désordre urbain en maître. Jean-Paul Founiat passe en revue les multiples échecs des initiatives d'assainissement du secteur des mototaxis dans la ville de Douala. Depuis l'entrée en vigueur du décret de l'ex-premier ministre Inoni Ephrem en 2008, fixant les conditions et modalités d'exploitation des motocyclettes à usage commercial au Cameroun, ce secteur ne s'est jamais autant porté mal, comme c'est le cas en ce moment. Plus d'une dizaine d'années après cette mesure, indiscipline et incivisme à ciel ouvert inondent nos rues à tout bout de champ, même si une poignée de ces conducteurs de moto
font preuve de beaucoup d'exemplarité en circulation. Dans l'ensemble, des colonies de motos vont et viennent à longueur de journée, sans le moindre document, permis de conduire, assurance, ni impôt libératoire, au vu et au su des autorités en charge du contrôle de ces pièces sur la route. À la lumière du décret de 2008, plusieurs préfets passés à la tête du département du Vouri n'ont pu véritablement faire bouger les lignes, encore moins faire respecter les textes en vigueur régissant cette activité. Les Bernards successifs, ATBD Okalia Bilaï, Nasseri Paul Beya, Bertrand Maché et tout récemment Benjamin Boutou ont vu leur enthousiasme et fermeté somnoler devant l'ampleur d'un phénomène, pourrait-on dire incontrôlable, voire non maîtrisable. Municipalités, syndicats et même des organisations de la société civile sont venus à la rescousse à coup de campagne de sensibilisation sur la nécessité d'identifier tous les mototaximens, les former au respect du code de la route et surtout les organiser en zone de travail. Porteuse d'un réel espoir d'assainir ce secteur d'activité, devenu aussi un fief de malfrats, l'opération n'a nullement suscité une forte adhésion populaire. De la carotte à la chicotte, les tentatives d'implémentation des mesures répressives n'ont pas ému la majorité de ces conducteurs de moto, aujourd'hui érigés en de véritables seigneurs de la route qui violent impunément les feux tricolores, roulent en sens contraire dans nos rues, causant régulièrement des accidents les plus inimaginables sur la voie publique. Ville de Douala, devenu le véritable centre d'accueil des milliers de jeunes désœuvrés affluents du monde rural et des localités sans la moindre opportunité d'emploi ou activités de gagne-pain quotidien, les milliers de mototaxis de la capitale économique seraient-ils devenus une organisation anarchique plus puissante que l'État, ou plutôt le gouvernement sans réelle alternative pour ces jeunes sans lendemain meilleur laisse faire pour éviter une révolte populaire, expression même d'une somme de frustration née des injustices et inégalités sociales cumulées depuis des années. Face à cette bombe sociale à retardement que représente le secteur des mototaxis, je vous invite à suivre le nouveau plan d'assainissement de ce secteur mis en place par la mairie de la ville, un plan détaillé par le deuxième adjoint au maire de la ville, Roger Ndichwa. Voici, nous avons travaillé du début jusqu'à la fin en concertation avec les acteurs que sont les bensikineurs, avec les acteurs que sont aussi les mairies d'arrondissement. C'est un travail qui est fait, c'est depuis 6 mois que ce travail est fait et à chaque fois, les leaders communaux de mototaxi ont été associés. Ils ont été associés et c'est ensemble, ces actions, c'est ensemble qu'on les a décidées, c'est ensemble qu'on les a planifiées et nous pensons que ils ont montré leur bonne foi. Si cette bonne foi se poursuit, il n'y a aucune raison que ce plan ne se mette pas en place. Le maire vous a dit que le budget est déjà disponible pour les sites pilotes que nous avons choisis. D'ici le premier trimestre, ces sites pilotes seront aménagés et le reste va suivre. Dans le département du Mungo, les populations font face à la vétusté du réseau électrique. De nombreux poteaux défectueux tombés à même le sol font peur à ces populations et les coupures d'électricité se multiplient. Face à ces multiples problèmes, le ministère des Mines, de l'Eau et de l'Énergie entend procéder à la réhabilitation du réseau de transport d'électricité dans le département du Mungo. Compte rendu, Cyril Ndjemba et Nadine Yambou. Des poteaux électriques défectueux, rangés à l'usure du temps, ou encore des câbles électriques qui côtoient de très près les maisons d'habitation. Des images comme celle-ci, on en retrouve un peu de partout dans plusieurs quartiers de la ville de Konsamba dans le département du Mungo. Ce phénomène crée une peur grandissante chez les habitants, surtout au regard des dangers qu'ils côtoient au quotidien, notamment des risques d'électrocution. C'est une réalité de dire que les poteaux renversés, les câbles coupés étaient des véritables problèmes pour lesquels les populations n'avaient pas de solution. Vous voyez bien que le besoin en énergie pour un ménage, c'est toute une vie. Alors il est bien évident que si on utilise les poteaux en bois, chaque 5 ans il va falloir le remplacer. Et si on ne remplace pas à temps, vous allez les retrouver certainement sur la chaussée. Donc je crois que c'est ce qui justifie la présence de ces poteaux sur la chaussée. Avec la vétusté de ces poteaux à Konsamba, les coupures d'électricité font désormais partir du quotidien des habitants.
Face aux multiples plaintes des populations, le ministère de l'Eau et de l'Énergie entend, pour cette année 2021, fournir une énergie en quantité et de qualité à ces populations. Une mission est annoncée sur le terrain pour faire un état des lieux du réseau électrique dans le département. Pour les équipes de la délégation départementale de l'eau et de l'énergie du Mungo, de diagnostiquer tous les équipements des réseaux électriques du département, de s'assurer de leur fonctionnalité dans le but d'améliorer la qualité de services publics de distribution d'électricité dans le département. Également, il sera question d'identifier toutes les localités encore non électrifiées afin de permettre à la haute hiérarchie de prendre les dispositions qui s'imposent pour l'électrification de ces localités. À la faveur de la rencontre entre les responsables de la délégation départementale de l'eau et de l'énergie du département du Mungo, membres de la société civile et chefs traditionnels, les populations de ce département espèrent enfin avoir d'ici les prochains mois une énergie viable. Le Cameroun dépense-t-il plus qu'il n'en faut pour réaliser ses infrastructures routières? Les récents rapports de la Banque mondiale estiment que le coût des constructions des routes est très élevé au Cameroun. Le ministre des Travaux publics relativise. Il précise que ce coût dépend de l'infrastructure routière à construire et de nombreux aspects techniques qui entrent en jeu. Lors d'une réunion à Yaoundé, il a évoqué également les mesures prises pour assurer la durabilité des routes en terre et l'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées. D'autres détails avec Marcelin Gransop. Ces dernières années, des débats parfois houleux n'ont cessé d'enfler sur les coûts des travaux routiers au Cameroun. Certains estimant à tort ou à raison qu'ils étaient trop élevés par rapport à ceux pratiqués ailleurs en Afrique. Dans certains pays où les coûts des travaux des autoroutes ont été comparés aux nôtres, vous avez des autoroutes de 2 fois 2 voies, dont une plateforme de 26 mètres. Vous avez des autoroutes de 90 km par heure comme vitesse de référence, dont il y a moins de terrassement. Vous avez des autoroutes dont les coûts ne prennent pas en compte les coûts des ouvrages d'art qui ont été aménagés. Et vous avez des autoroutes dont les coûts ne prennent pas en compte aussi les aménagements sociaux, économiques de base. C'est dire donc l'option technique initiale est très déterminante dans le coût des travaux. Le gouvernement se veut clair. La construction d'une route ne se limite pas à l'infrastructure, mais également aux aménagements connexes, lesquels contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Néanmoins, la maîtrise des coûts reste d'actualité au ministère des Travaux publics. C'est que nous devons, pour tirer le coût de nos travaux routiers vers le bas, avoir des options techniques réalistes, moins généreuses, inscrites dans un investissement financier progressif. Nous n'avons pas besoin de faire une structure de chaussée pour un trafic lourd en 2021, alors que nous avons des études de trafic qui parlent d'un trafic moyen ou léger. Et le recours aux bordereaux des prix unitaires et non plus aux prix moyens pratiqués. Le gouvernement est également préoccupé par la durée de vie des routes en terre. La contribution des matériaux locaux est ainsi envisagée avec l'utilisation du béton de sol à côté des produits stabilisants importés par les opérateurs économiques. Dans notre approche d'inventivité, il faut que nous réussissions à mieux formuler les matériaux locaux disponibles pour stabiliser nos routes. Le délégué régional du Sud-Ouest parlait tout à l'heure des scories volcaniques. J'ai déjà donné cette instruction-là d'utiliser les scories volcaniques dans une formulation donnée pour stabiliser nos routes. D'utiliser la latérite quand elle est disponible pour stabiliser nos routes. Et l'option était de pouvoir acquérir des centrales de concassage mobiles qui nous permettraient de produire nous-mêmes des granulats là où on en a besoin et éventuellement les acheminer partout. Au ministère des Travaux publics, l'on entend impliquer plus que par le passé les collectivités territoriales décentralisées dans l'aménagement des infrastructures routières. Des directives formelles ont été données dans ce sens au service déconcentré du MINTP.
Et à propos de cet accompagnement des collectivités territoriales décentralisées, le ministre des Travaux publics instruit ses collaborateurs des régions et des départements à renseigner sur l'état de leur réseau routier. Emmanuel Nganou-Djoumessi fixe également les lots à attribuer aux entreprises prestataires pour garantir la sérénité durant l'exécution des travaux. Je vous invite à suivre le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi. Nous avons un peu plus de 92 000 km de route en terre. Il ne faut plus qu'il y ait de coupures de route parce que les bourbiers se sont formés. Le délégué départemental ne doit pas attendre dans son cabinet, dans son bureau, que le maire vienne lui dire qu'il se passe telle ou telle chose sur tel axe routier de sa commune. Il est bon que le délégué départemental, à l'entame de son année, et en première page de son plan d'action, la reconnaissance, l'état de son réseau routier. De telle manière qu'il peut même, dans une approche de proactivité, susciter une concertation avec un maire donné, parce qu'il aura rendu compte au préfet du département de l'état du réseau routier. Et en deuxième page, la situation des contrats actifs sur le territoire, lesquels contrats doivent être suivis. Cela pour mieux structurer l'accompagnement dont les collectivités territoriales décentralisées sont en droit d'attendre. Alors si nous avons un axe routier de 70 km à construire, on l'éclate en 2 lots pour attribuer à 2 entreprises de travaux, on gagne en temps. Et puis on repartit aussi l'investissement en direction de plusieurs. Contre toute attente, le préfet du département des Hauts-Plateaux monte au créneau pour adresser une deuxième mise en garde au roi des Bamendjou, Sa Majesté Sékou Jean Rameau. L'autorité administrative l'accuse d'inciter les populations à la révolte et l'insurrection à travers des propos qui mettent en péril la stabilité des institutions républicaines et la légitimité de celui qui les incarne. Dans sa correspondance, le préfet des Hauts-Plateaux menace le roi Sékou en lui précisant qu'il s'expose à la rigueur de la loi en cas de nouvelles sorties cybernétiques ou médiatiques intempestives. La réaction du faux Sékou ne s'est pas faite attendre. Sur son compte Facebook officiel, il a écrit que l'intimidation est le propre de ceux-là même qui ont perdu toute raison et sont en quête de personnalité et de repères. Le faux Sékou renchérit en publiant un proverbe sur son compte Facebook. Quand la lurne sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher la nuit, a-t-il indiqué. Et restons dans la région de l'Ouest où des chefs traditionnels font le procès du code électoral, du processus électoral ayant abouti à la mise en place des conseils régionaux, illustration dont la Menoie où l'élection est à reprendre. Le conseil électoral a rencontré des chefs traditionnels pour comprendre les causes de l'échec de l'élection du commandement traditionnel dans la mise en place du conseil régional de l'Ouest. Explication avec Leclerc Tsakem. Réunis à Tchan, les membres d'élection de Cameroun, les chefs traditionnels de la Minois, dont la liste des représentants a été disqualifiée lors des précédentes et toutes premières élections régionales, passent en revue la copie de cette échéance et tentent d'exorciser les maux qui ont miné les élections dans la région de l'Ouest, particulièrement dans la Minois. Le code électoral que vous nous brandissez là était un code électoral de portée générale. Mais on s'aperçoit que c'est un code électoral exclusif pour le département de la Menoie. Parce que pendant qu'on a rejeté ma liste, celles de nos collègues du ONCAM n'ont fait l'objet d'aucune inquiétude. Et l'ECAM n'était pour autant pas absente. Nous sommes très heureux de repartir, mais on repart avec un coup d'amertume assez prononcé du fait que la mesure qui nous a frappés était une mesure à tête chercheuse. Nous aimerions faire comprendre que, tel que c'est parti, pour ce mandat, nous aurons la Menoie ayant 20 groupements. On aura donc 2 postes qui vont desservir 19 groupements. Alors qu'un groupement tout tranquille est là et attend
les bienfaits de l'article 181 du Code électoral. La liste que conduisait le chef Bamendou, Sa Majesté Tidy Gabriel, avait été déboutée à quelques jours des élections du 6 décembre dernier, suite à un recours gracieux des représentants du commandement traditionnel de la Minois au chef de l'État. Une décision du président Paul Biya viendra convoquer pour le 4 avril 2021 une session spéciale pour l'élection des représentants de la Minois au sein du Conseil. Mais les violences semblent toujours ne pas s'accorder au sein de ce dernier. Même dans cette salle, nos pères, nos frères s'efforcent plutôt à vous distraire quant à la notion de la composante sociologique. Ceci nous scandale. Quand un chef supérieur se permet de dire que les probables sont les mots, je peux tomber en seconde dans cette salle. Un ressortissant du groupement Consatoula dans l'arrondissement de Foucault, que nos aïeux ont accueilli parce que trop gentil, aujourd'hui obtient un groupement par infraction, se permet de clamer au effort qu'il est devenu mot. Le Conseil d'élection Cameroun appelle les autorités traditionnelles à enterrer l'âge de guerre afin de procéder de manière démocratique au choix de leur leader. Cette rencontre sonne comme un début de solution pour bon nombre d'entre ces autorités traditionnelles qui souhaitent apporter à travers leurs représentants leur pierre à l'édifice. Le 46e président des États-Unis s'apprête à signer 17 décrets en tant que nouveau chef d'État des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, qui a prêté serment ce jour lors d'une cérémonie d'investiture où le peuple américain n'a pas pu y assister en personne en raison des mesures barrières et du contexte de crise lors de la passation entre Donald Trump et Joe Biden. Le nouveau président des États-Unis s'est engagé à redorer le blason de son pays sur le plan international. Il a appelé à la réconciliation entre Américains et s'est positionné en faveur des alliés traditionnels des Américains, interpellant à la fois le monde sur les principaux défis climatiques, économiques et sécuritaires. Je vous invite à présent à suivre Joe Biden, 46e président des États-Unis d'Amérique. Cette clameur de justice sociale qui nous tient depuis plusieurs siècles nous tient encore. Nous ne pouvons plus attendre. Ce cri pour survivre, nous l'entendons de la planète elle-même. C'est un cri qui va à l'encontre du suprématisme blanc, du terrorisme intérieur, des menaces que nous devons regarder et contre lesquels nous devons vaincre. Nous devons relever ces défis parce que l'avenir des États-Unis exige de nous non seulement des paroles, mais bien l'élément essentiel de la démocratie, l'unité. Oui, l'unité. Le 1er janvier 1866, Abraham Lincoln a signé l'acte d'émancipation. Et je cite, il disait « Si mon nom trouve une place dans l'histoire, ce sera bien à cause de cet acte, et j'y mets toute mon âme. » Aujourd'hui, en ce jour de janvier, toute mon âme est consacrée à l'union, la réunification de notre pays. Vous l'avez suivi, Joe Biden, qui compte consacrer toute son énergie à la réunification des États-Unis. Il a cité l'unité, la démocratie et les questions de sécurité. Et quelle sera la politique africaine de la nouvelle administration Biden? Les mécanismes du soft power seraient davantage activés pour permettre à cette puissance mondiale de se positionner contre les dictatures africaines et contribuer à la fin des conflits sur le continent africain. Mais les analystes politiques restent prudents. Les intérêts géopolitiques et géoéconomiques pourraient bien orienter les décisions de l'administration Biden. Des précisions avec Guy Zogo.
Veuillez lever la main droite. La traditionnelle interrogation sur la politique africaine du nouveau locataire de la Maison Blanche se pose forcément avec l'arrivée de Joe Biden. Pour l'analyste politique Flavien Elundu, Joe Biden va introduire des lignes de fracture, même si dans l'ensemble la politique africaine n'est pas la priorité pour les États-Unis. Forcément, Joe Biden ou la nouvelle administration Joe Biden viendra avec une nouvelle version ou un nouvel verset de la politique américaine, surtout en Afrique. Il faut aussi comprendre que la politique africaine n'est pas forcément centrée comme étant une priorité pour les Américains. Elle s'inscrit juste dans la vision globale. Pourquoi? Parce que les Américains peuvent user des relais sur le continent africain tel que la France. Pour y arriver, le politiste suggère que l'approche démocrate faite des mesures devrait y contribuer. Les lignes idéologiques diffèrent. D'un côté, nous avons les républicains qui sont beaucoup plus dans le hard power, ce qu'on qualifie de hard power, la coercition, et les démocrates vont dans la logique un peu du soft power, c'est-à-dire un pouvoir de séduction, une forme d'apaisement. C'est dans cette logique-là que M. Biden peut essayer de revenir sur le continent, parce que l'avènement de M. Biden comme 46e président montre aussi que l'Amérique doit rassurer ses partenaires. Au demeurant, Flavien Elundu écarte l'idée que les chefs d'État africains devraient être rassurés par le président américain, mais plutôt qu'ils devront scruter le respect qui leur sera accordé. Les chefs d'État africains ne devraient pas être rassurés. Les chefs d'État africains sont dans la poursuite de voir comment Joe Biden pourra les traiter, contrairement à M. Trump qui les a traités comme il faut dire de merde. On suppose que M. Joe Biden viendra avec un discours assez un peu éloquent ou assez commode. Au total, dans la balance, l'on s'accorde à créditer Joe Biden d'une politique qui pourrait s'avérer plus conciliante avec le continent africain. En tout cas, loin, très loin de Donald Trump. Et c'est son futur secrétaire d'État américain qui donne les couleurs de cette politique africaine. Anthony Blinken a été auditionné au Sénat. Et sur la politique africaine, il a insisté sur la résolution de la crise anglophone et la fin du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce sera un sujet, un dossier prioritaire pour le département d'État américain. Je vous invite à suivre ce morceau choisi de son audition devant le Sénat américain. Je pense que ça commence par un engagement actif. Ne pas être absent quand ces problèmes surgissent. Je partage les inquiétudes des Éthiopiens. Nous avons vu des actions troublantes, y incluent les atrocités contre les populations du Tigré et les réfugiés érythréens en Éthiopie. Il faut plus d'accès à la région. L'effort pour mettre sur pied le dialogue pour résoudre le conflit. La communication doit être restaurée. Nous avons besoin de plus d'accès pour l'aide humanitaire dans cette région. Nous sommes aussi concernés parce que la crise peut déstabiliser toute la corne de l'Afrique. La diplomatie américaine doit s'engager davantage pour résoudre ce problème. Nous sommes également concernés par l'élection en Ouganda et les problèmes au Cameroun. Les violences contre les populations anglophones. Il y a plusieurs endroits comme ça où les États-Unis peuvent faire la différence. Et cela commence par l'engagement. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain sous l'ère Joe Biden, qui a annoncé les couleurs de la politique africaine des États-Unis. Et en sport, le Cameroun a fait match nul pour sa deuxième sortie dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations face au Mali, 1 but partout. Et la deuxième rencontre qui se joue actuellement à Yaoundé, Burkina Faso face au Zimbabwe, déjà 1 but partout pour la deuxième rencontre. On est à la 34e minute. L'analyse des performances de ces différentes équipes et la position du Cameroun, vous pourrez la suivre à partir de 22h lors de l'émission consacrée au décryptage des performances des équipes engagées dans cette compétition, des experts de haut vol réunis autour de Sylvestre Hippolyte Zangao.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le torchon commence à brûler entre le préfet des Hauts-Plateaux et Sa Majesté Soukoudjou, Jean Rameau, roi de Bamendjou. L'autorité administrative vient d'adresser une deuxième mise en garde au roi des Bamendjou, Sa Majesté Soukoudjou, Jean Rameau. Il accuse d'inciter les populations à la révolte, à l'insurrection, de mettre en mal les autorités, les institutions républicaines et de mettre en mal la légitimité de celui qui les incarne. Il prévient le chef traditionnel qu'il s'y multiplie encore des sorties cybernétiques et médiatiques intempestives. Il fera face à la rigueur de la loi. La réponse du chef ne s'est pas fait attendre. Il a fait une sortie cybernétique, estimant que celui qui est dans l'intimidation ne peut le faire parce qu'il est en manque de repères et en perte de personnalité. Il a également sorti un proverbe digne d'un roi gardien des traditions que seul le préfet pourrait interpréter. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Et qu'il en soit, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite, et qu'il en soit. Retour sur le plateau, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Marc Anthony, Charles Ndjikam, Parista Kamalimen et Dr Luison Essomba. Dr Luison Essomba, que se passe-t-il